Ça, c'est le plus grand labyrinthe du monde. Alors non, en fait, c'est juste le plus grand d'Europe et en fait... On est d'abord ici pour résoudre des labyrinthes et je peux vous dire une chose, c'est qu'aucun labyrinthe terrestre ne pourra nous convenir. Ce que l'on veut, c'est le plus grand, le plus dur et le plus long des labyrinthes. Et pour cela, il va falloir d'abord le construire. Pour créer un labyrinthe, il faut partir d'un élément fondamental, la cellule. Il faut la voir comme une case, comme dans les jeux. Ces cellules carrées sont initialement séparées par des cloiseuses selon les 4 directions, nord, est, sud et ouest. On appellera alors toutes les structures composées de m colonnes de cellules et de n lignes de cellules, dont le nombre de murs ouverts peut permettre un chemin unique, un labyrinthe. Hyper facile. Grâce à des petits gars comme Blaise Pascal et Charles Babbage, on peut utiliser le saint ordinateur pour programmer la création des labyrinthes. Prenons une structure de labyrinthe rectangulaire, disons de 4 par 4. Si nous voulons que le labyrinthe soit dit parfait, il faut que chaque cellule soit reliée à toutes les autres, et ce, de manière unique. Les imparfaits sont donc tous les autres. Et pour réaliser ces labyrinthes, il existe des dizaines d'algorithmes. Mais nous, ce que nous cherchons, ce n'est pas un labyrinthe ordinaire. Nous voulons qu'il soit vraiment grand et vraiment difficile. On veut qu'il y ait une structure où l'on se perd, non pas par faute d'attention, mais parce que tout est y pensé pour désorienter. Et après 3 heures de code, je peux enfin créer une grille. Yay! 2 mécanismes principaux sont alors utilisés pour générer des labyrinthes. Soit en creusant des passages, on délimite le réseau d'itinéraires disponible, soit en construisant un labyrinthe par ajout de murs, en plaçant un ensemble d'obstacles dans une zone ouverte. Il me reste juste à faire l'algorithme pris de Wikipédia. Approximately 10 hours later. J'ai envie de mourir. Et bonne nouvelle, j'ai fini de coder et j'ai même eu le temps de faire 3 différents en extra. Au début, notre petite cellule violette est libre de tracer son chemin au hasard autour d'elle. Mais elle finit par se perdre et ne plus pouvoir avancer. Se trouvant bloquée, sans chemin proche à explorer, elle doit trouver une nouvelle stratégie. Pour résoudre ce problème, la cellule va donc faire demi-tour jusqu'à de nouveau pouvoir explorer. Alors là, bien sûr, c'est un petit labyrinthe, mais que va-t-il se passer si je commence à le faire grossir ? Alors vous l'aurez compris, c'est un petit peu long. Pour quantifier ce temps, on parle de complexité algorithmique. Notre programme actuellement a une complexité de petit o de m fois n, avec m la longueur de notre carré et n sa largeur. C'est une complexité pas vraiment top, mais on va faire avec. Alors, il est temps de générer notre petit labyrinthe de 100 millions de cases. Et pour cela, nous allons respecter certains petits critères. Pour créer un labyrinthe complexe, il faut des cul-de-sac afin de multiplier les zigzags, pour créer un maximum de confusion. Il faut d'abord aussi s'assurer d'éviter tout biais vers une direction particulière, et enfin, il faut que la génération soit assez rapide et claire, parce que quand même, quand on commence à faire des très grands labyrinthes, on va pas attendre 1000 ans qu'ils se créent. Et pour ça, on va faire la sélection de 3 petits programmes qui se présentent sous le joli nom de DFS, prime et arbre de croissance. Alors maintenant, laissons la magie opérer. DFS se présente comme un serpent qui trace son chemin au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le principe du backtracking. Il avance en profondeur, explorant chaque possibilité avant de revenir en arrière si nécessaire. À l'opposé de cette logique, l'algorithme de prime suit une démarche plus méthodique. Il part d'un point donné et étend progressivement son emprise à l'ensemble du labyrinthe. À chaque fois, il choisira un petit bout du labyrinthe qu'il a déjà exploré et l'étendra à partir de ce point de manière aléatoire. Tout ceci sans jamais former un seul cycle. Ainsi, peu à peu, il couvre un arbre qui couvre l'ensemble du labyrinthe sans se concentrer sur un simple chemin. Pour le dernier algorithme, l'arbre de croissance, quant à lui, ne suit aucune de ces deux méthodes. Il maintient une liste de cellules en cours d'exploration et la manière dont il choisit la prochaine à traiter change son comportement. Il est possible de le faire se rapprocher de DFS ou de prime sans pour autant être un copier-coller des deux précédents. Il s'agit d'une méthode où on peut un peu combiner les deux approches précédentes pour avoir quelque chose de bien plus souple. Et si l'on voulait être tatillon, il faudrait abattre des petits murs aléatoires pour créer des boucles dans le labyrinthe, mais franchement on s'en fout à ce niveau-là, il sera déjà bien assez compliqué comme ça. Je vais pas vous le montrer parce que à l'écran c'est complètement imbitable, on voit rien du tout, mais bonne nouvelle, j'ai réussi à le régénérer en 4K. Alors voilà, encore un peu, et là c'est bon. Là on peut voir notre superbe labyrinthe généré en 4K de 100 millions de cases. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 100 millions de cases, si pour chacune d'entre elles on prend 1 mètre carré, c'est à peu près l'équivalent de la ville de Paris. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant il faut le résoudre. C'est quand même la partie la plus intéressante. Un labyrinthe, c'est plutôt simple, il suffit de toujours tourner dans le même sens, et à bout d'un moment, on finit par sortir. Certes, pas forcément la stratégie la plus optimale dans tous les cas, mais c'est déjà une bonne stratégie. Mais coup de bol, il existe des algos spécialement conçus pour faire un trade-off entre l'exploration du labyrinthe et la vitesse de résolution, et on va en voir un tout de suite qui s'appelle AlphaStar. C'est d'ailleurs en partie cet algorithme qui est utilisé par Google Maps pour trouver le meilleur chemin afin d'atteindre le plus rapidement sa destination. Si on devait un peu expliquer comment il fonctionne, on pourrait partir du principe du GPS. À chaque étape, il va choisir la meilleure direction à prendre en combinant 2 éléments. Premièrement, la distance déjà parcourue, qu'on appellera G, et deuxièmement,
une estimation de la distance qui va rester à parcourir pour atteindre le point de sortie, qu'on appellera H. Ce que va essayer de faire AlphaStar, c'est de toujours se diriger vers la sortie en évitant de prendre des détours inutiles. Et pour ça, il est plutôt efficace parce qu'avant chacune de ses prises de décision, il va évaluer dans quelle direction se trouve la sortie par rapport à sa position actuelle. De cette façon, quand il y aura un choix à faire entre une direction, il va toujours choisir celle qui va se rapprocher de la sortie de son point de vue selon une métrique, une distance qu'on lui a fournie. Mais pour aller plus loin et pour bien faire, je vais essayer de le benchmarker avec deux autres participants de notre labyrinthe de 100 millions de cellules. On va d'abord commencer par faire des petits labyrinthes, ensuite des moyens en taille, et enfin nous attaquer au monstre final. On commence par le petit. 3, 2, 1, c'est parti. C'est hyper satisfaisant, vous trouvez pas? Chaque algo a cette petite spécificité. J'ai déjà expliqué un peu AlphaStar, il tient son inspiration de celui de Gcras qu'on peut voir à l'écran, qui fait un peu pareil. La seule différence c'est que lui, Gcras, il n'a pas de point d'ancrage par rapport à la zone d'arrivée. On va dire que c'est un pré-AlphaStar, dans le sens où est une amélioration de l'algorithme de Gcras. Il passera donc en théorie un peu plus de temps à explorer en fonction des combinaisons de labyrinthes. À l'origine, je voulais aussi montrer le moyen, mais franchement, ça prend une plombe et bon, en vrai, je suis déjà en train de le mettre à l'écran, donc je vais au moins finir d'expliquer le dernier algorithme, celui de BFS. Et le troisième, BFS, il explore méthodiquement toutes les cases accessibles en s'étendant cercle par cercle autour de lui. Il va alors visiter chaque case une seule fois, même si cela signifie parcourir une grande partie du labyrinthe. C'est sûrement l'un des algorithmes les moins efficaces dans notre cas de figure. Alors effectivement, je l'ai fait sur un petit labyrinthe, car le monstre, lui, il est absolument impossible de l'afficher à l'écran et d'observer le déroulé de l'algorithme en train de travailler. Déjà que même maintenant, sans l'afficher, ça dure une plombe. Et c'est sur le tableau final des scores que je vous laisse pour une prochaine vidéo.